L'objet de cette vidéo est de vous parler des théories de la transition. Un des principaux attraits que je vois dans les théories de la transition est de mettre en lumière la fécondité du dialogue entre les sciences du vivant et l'économie. L'économie a tout intérêt à redialoguer avec les sciences du vivant. En mettant l'accent sur les processus plutôt que les résultats, en essayant de triturer, de décortiquer les trajectoires qui ont vu l'avènement de technologies dans nos vies, ces études de la transition rappellent l'intérêt de la perspective évolutionniste, ou, pour le dire différemment, l'intérêt de remettre du Darwin dans l'économie. D'ailleurs, en interrogeant les mécanismes par lesquels des grands bouleversements technologiques sont arrivés dans nos vies par le passé, les théories de la transition ont mis en exergue, en lumière, une série d'aspects enchevêtrés, mêlant des considérations à la fois techniques et aussi forcément sociétales, ayant présidé à des changements dans nos manières de faire. La transition est d'ailleurs qualifiée de sociotechnique. Mais le plus important, c'est qu'une fois que toute une série d'infrastructures, de normes, de pratiques ont été stabilisées autour d'un nouvel agrégat technologique, on peut par exemple penser à la voiture et sa cohorte d'infrastructures, de routes, de stations à essence, de pratiques de conduite, de normes de déplacement. Une fois que tout ça est devenu stabilisé et routinisé, c'est d'autant plus difficile d'opérer un changement de système. En fait, opérer une transition, ce n'est pas uniquement aller vers de nouvelles choses, adopter de nouvelles pratiques, des nouvelles technologies alternatives, c'est aussi avant tout pouvoir s'émanciper de celles qui sont en place. L'inertie des processus évolutifs est d'ailleurs au cœur des différents niveaux d'analyse proposés par les études sur la transition. Celui qui doit faire l'objet d'une transition, c'est le régime en place, le régime sociotechnique. Il s'inscrit dans un contexte plus large, le paysage, qui lui est éminemment stable et sur lequel on a peu de prise à court terme. Ce paysage inclut par exemple les évolutions démographiques, la mondialisation, mais aussi les changements climatiques. Ce paysage peut donc exercer une pression au changement sur le régime en place. Mais dans la perspective multiniveau, le niveau le plus instable, celui dans lequel l'innovation, le changement peut dès lors survenir, c'est celui des niches. Ces niches, aussi appelées graines de changement, sont des espaces protégés dans lesquels une pratique alternative, une technologie nouvelle peut prendre naissance à l'abri de l'environnement plus sélectif du marché. Donc il y a une interaction qui s'établit entre les différents systèmes sociotechniques, comme on les appelle, et les alternatives, les niches. Et ces interactions sont loin d'être linéaires, sont loin d'être très facilement compréhensibles pour l'analyste. Alors pour donner un exemple, on a l'agriculture biologique qu'on retrouve aujourd'hui chez les discounters, donc dans les rayons de l'industrie agroalimentaire la plus basique qu'il y a, mais qui, à la base, était une alternative qui était pratiquée vraiment en marge de la société dans un certain contexte géographique et spatial et économique particulier qui était l'Allemagne du Sud. Donc, il y a une cohabitation qui existe entre l'alternative et le système lui-même qui est en fait pas du tout à l'image du défi qu'on essaie de relever aujourd'hui, où on essaie plutôt de remplacer des systèmes sociotechniques, par exemple la production d'électricité à partir des énergies fossiles par du renouvelable. Donc ce remplacement, cette substitution un par un, elle va être très difficile à mettre en œuvre. Et du coup, ça pose un réel défi parce que la transition, on la veut très vite. On sait qu'aujourd'hui, pour 2030, il faut qu'on ait atteint 50% des objectifs. Pour 2050, il faut qu'on soit neutre en matière climatique. Et on n'a pas nécessairement ces années pour attendre, voir venir l'interaction entre les systèmes et les alternatives. Ce qui soulève aussi une autre question. Aujourd'hui, l'acteur public et nous-mêmes, on regarde avec beaucoup d'emphase les alternatives, le cyclisme du quotidien, l'agriculture, permaculture, les GASAP, donc les paniers bio et ce genre d'alternatives qui existent, souvent citoyennes, souvent très intéressantes. Mais on délaisse un tout petit peu l'accent à donner sur le changement du système lui-même. Donc au lieu de promouvoir quelque part les alternatives, il y aurait aussi à s'attaquer quelque part au système, par exemple agroalimentaire, par exemple de mobilité à combustion interne, et ainsi de suite. Et donc au lieu de mettre en place une politique de l'innovation, une politique des alternatives, on devrait aussi mettre en place une politique de l'exnovation, une politique du phasing out, comme on dit en anglais, pour toute une série de systèmes sociotechniques, où on sait exactement qu'on ne peut pas les faire perdurer dans le temps. Pour transitionner vers un système socio-économique soutenable, il est nécessaire de réallouer massivement le capital vers une constellation de projets soutenant les alternatives, c'est-à-dire compatibles avec les limites planétaires et sociales telles que suggérées par la théorie du donut. Alors une fois qu'on a dit ça, on a exactement décrit le propos de la finance soutenable. Alors pour être un peu plus précis, je reprends la terminologie de Schoenmaker et Schumrade dans leur ouvrage en 2018, qui distingue 3 acceptions de la finance soutenable. Finance soutenable 1.0, finance soutenable 2.0, finance soutenable 3.0. Et seule cette dernière acception de la finance soutenable, qui ne couvre en vérité que moins de 0,1% du capital investi actuellement, serait véritablement à même d'assurer la transition dont nous avons parlé tout à l'heure, du système socio-économique actuel vers le système socio-économique soutenable.
Il est important d'accompagner ces mesures micro par d'autres mesures à une échelle macro. À l'échelle des régulateurs et des autorités centrales, le changement climatique et les bouleversements environnementaux et sociétaux qui y sont rattachés constituent une source de risque nouvelle qu'il faut évaluer, et c'est difficile, et contre laquelle il convient de se protéger. Pour ce faire, différentes combinaisons de politiques économiques, ce qu'on appelle un policy mix, optimal idéalement, peuvent être envisagées. Par exemple, en termes de politique fiscale, une taxe carbone. En termes de politique monétaire, des green bonds ou des opérations de quantitative easing vers politique macro-prudentielle également, ou la manière dont les différents pays doivent s'organiser pour faire en sorte de s'assurer que le système bancaire et financier réagit face aux chocs d'origine environnementale et climatique. Et enfin, la question de la coordination de tous les acteurs à une échelle internationale est évidemment cruciale.